Le truc de vidéo. Alors, faut pas parler parce qu'on va nous entendre. C'est le son. Bien sûr, ça. On va faire les commentaires. Alors, ce séminaire fait suite à une demande en fait de Catherine qui était venue nous voir il y a fort pour me dire un jour ça serait bien qu'on parle de la taille optimale d'un échantillon. Ah ouais, ça serait bien. Et donc j'avais commencé à faire des petites recherches de mon côté, savoir comment calculer ça à la main. Et en fait j'en étais tenue à ce que j'enseignais, donc les calculs assez simples de comparaison de moyenne. Dans des cas, là ce qu'on va faire là, c'est une comparaison de moyenne. Un échantillon qu'on va comparer à une moyenne de référence, c'est un cas très très simple pour comprendre en fait ce qu'on étudie, poser tous les concepts. Après, dans la vie, on fait des choses un petit peu plus compliquées. Et comme la semaine dernière, elle m'a donné les données sur lesquelles se posait justement la question de la taille d'échantillon, j'ai dit c'est un petit peu plus complexe que le cas simple, et là on ne fait plus à la main, mais j'ai trouvé des logiciels qui le font très bien, donc il y a toujours des solutions. Alors, donc toutes les questions de la taille optimale d'un échantillon, c'est relié à ce qu'on appelle la puissance d'un test. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de détecter un effet quand il existe. Si vous pourrez comparer un test à une loupe, un microscope. Si vous ne réglez pas bien votre test, vous allez voir une tache au milieu, vous allez en déduire, c'est collé, il n'y a pas d'effet. Non, c'est juste que vous n'avez pas bien ajusté votre test, notamment par la taille d'échantillon, qui va servir en fait là comme un grossissement. Et si le même phénomène en fait, est observé avec un autre objet, va détecter un effet. Donc un test, il va être plus ou moins puissant s'il est plus ou moins capable de détecter un effet quand il existe. Alors, la notion de puissance est quelque chose d'assez mal appréhendé, puisqu'elle est enseignée les concepts sur lesquels on appuie quand on fait un test, on parle surtout de significativité, du risque alpha. Ça, tous ceux qui connaissent ce que c'est qu'un test connaissent ce que c'est un risque alpha. La puissance, c'est déjà plus complexe, ou en tout cas beaucoup moins connu. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on fait un test, c'est que la démarche statistique, elle est un petit peu contre-intuitive. La plupart du temps, un chercheur, ce qu'il veut faire, c'est mettre en évidence un effet, une différence entre deux groupes. C'est ce qu'il cherche à prouver. Et bien pour y arriver, en fait, il va raisonner un peu par l'absurde, c'est-à-dire qu'il va poser comme hypothèse qu'il n'y a pas d'effet, et on va appliquer un test. Ce qu'on veut, c'est que la conclusion du test, ce soit de rejeter cette hypothèse nulle. Et comme ça, on aura prouvé qu'il y a un effet. Donc toutes les démarches des tests, en fait, elles sont centrées sur l'hypothèse nulle. Je dis qu'il n'y a pas d'effet et je regarde ce qui se passe. Avec les résultats de mon échantillon, est-ce que les résultats de mon échantillon sont compatibles avec cette hypothèse nulle ou pas? Si oui, eh ben, je me garde bien de dire qu'il n'y a pas du tout d'effet. Je dis juste que je n'ai pas pu en montrer un. Sinon, voilà, je dis que si j'ai montré que mes résultats de l'échantillon n'étaient pas compatibles avec la loi de la statistique sous cette hypothèse nulle, j'ai mis en évidence une preuve de l'existence d'un effet.
le risque alpha que l'on pose en même temps que le test, c'est le risque, à chaque fois qu'on tire une conclusion, il y a toujours le risque de se tromper. Le risque alpha, c'est le risque que l'on prend quand on rejette H0. Donc on a dit qu'il y avait un effet, alors qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est un risque qui est contrôlé par le chercheur. Par contre, il y a toujours un autre risque, mais celui-là dont on parle peu, c'est de dire qu'il n'y avait pas d'effet, alors qu'il y en avait un. Et ce risque-là, on n'en parle pas. De la même façon que ce dont on ne parle pas, c'est la taille de l'effet. La structure du test, elle est faite en sorte que la conclusion, c'est oui, non, blanc, noir. Il y a un effet, il n'y en a pas. Par contre, une fois que j'ai fait mon test statistique, je ne suis pas capable de dire, même s'il est significatif, si l'effet dont j'ai prouvé l'existence est fort ou faible. Ça, mon test ne me le dit pas. Donc la puissance d'un test, je l'ai répété 15 000 fois, c'est la capacité d'un test à mettre en évidence un effet quand il existe réellement sur la population totale. Donc c'est un concept mal connu. Alors, il y a un livre sur le sujet, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, où l'auteur, donc Cohen, c'est très vieux, ça date des années 60, ça a été réédité dans les années 80. Donc cet auteur a regardé un petit peu ce qui se passait dans les articles publiés, donc là sur la psychologie. Il a regardé 54 articles et il s'est amusé en fait à essayer de calculer la puissance des tests qui étaient mis en œuvre dans les publications. Et ce qu'il a trouvé en fait, c'est que la puissance médiane des tests, donc il regarde tous les tests, il range les résultats de puissance du plus petit au plus grand, et la médiane est à 0,37. Ça veut dire quoi? Que pour plus de la moitié des tests, ont une puissance inférieure ou égale à 37%. Ça veut dire quoi ce chiffre 37? Un test a une puissance de 37, ça veut dire qu'il a 37% de chance seulement de mettre en évidence un effet quand il existe. Donc moins de la moitié. Là, c'est vraiment pas pertinent. Du coup, ces tests-là ne sont pas pertinents. L'objectif du chercheur, c'est de mettre en évidence un effet. Et dans moins de la moitié des cas, les tests en fait, sont très très peu puissants parce qu'ils n'ont que 37% de chance de mettre en évidence un effet qui existe pourtant sur la population totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, on va avoir comme conclusion de ces tests que c'est H0 qui est privilégié, on n'a pas réussi à la rejeter, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, ça veut juste dire que je n'ai pas pris le bon outil. Donc ça veut dire tout ça pour ça. Et comment il fait pour le calculer, ce 37%? On verra comment on le calcule ensuite, mais il suffit d'avoir les résultats du test, la moyenne, l'écart type, et puis la taille de l'effet, ça il va falloir l'estimer. C'est-à-dire que si on n'est pas sous H0, c'est qu'on est sous une autre hypothèse. C'est que la moyenne du groupe, donc on cherche la différence, elle est vraiment différente, et alors de combien elle est? On calcule l'écart, et s'il y a l'écart type des populations, on peut retrouver en fait la puissance. Et ça se calcule après, puisque ça nécessite d'avoir la valeur sous H1. Si on n'est pas sous H0, où est-ce qu'on est? Sinon, on peut pas, pour pouvoir calculer une probabilité, il faut qu'elle soit associée à un effet fixe, enfin, à une mesure en fait déterminée de l'effet, pas à n'importe quel effet. C'est ça qui rend la chose compliquée en fait. Alpha, on le fixe a priori, on se dit je ne veux pas prendre plus de temps de risque de rejeter H0 alors qu'en fait il ne fallait pas. Mais cette notion de puissance, eh bien, on peut le savoir qu'après, en fait, qu'en ayant fait le résultat, ou alors on peut l'estimer en regardant ce qui s'est passé, ce que font les petits collègues sur des données un peu similaires. Bon. Je peux intervenir, hein. Souvent, c'est ce que nous reproche là-bas. Quand on monte une expérimentation, on dit on va prendre tant
le comité d'éthique qui regardait ça en disant mais comment vous avez défini votre nombre d'individus, sous quels présupposés. Il faudrait toujours avoir déjà recueilli certaines variables, savoir comment la mesure qu'on va utiliser se comporte. Et c'est le premier résultat qui devrait nous orienter vers un nombre d'individus à mettre dans nos groupes pour être sûr de montrer un effet. Ça, je comprends bien, parce que cette question de Talabar, elle revient tout le temps. Voilà. Enfin, elle revenait tout le temps. Ouais. Mais le truc, c'est que souvent, tu testes quelque chose qui n'a jamais été testé avant ou qui n'a pas été testé dans les mêmes conditions. Donc, tu n'auras forcément pas les mêmes résultats que tes collègues qui ont fait des trucs qui ressemblent un petit peu. Quoi. Ouais. Non, mais ça te donne une idée. Et puis après, il y a avec ce formidable terme, on a développé un concept, mais bon, je vais pas développer tout le truc sur les premiers transparents. C'est que quand on ne connaît pas justement la mesure de cet effet, ben, il va estimer, il va faire des classes, il va dire effet faible, effet moyen, effet fort. Et on va calculer la puissance dans ces trois cas. Ou juste parce que dans le cas qui nous paraît le plus pertinent par rapport à notre étude, et on s'en sort comme ça. Parce que sinon, c'est un peu... Alors, il y a beaucoup d'estimations en fait, de choses qu'on n'a pas et qu'on doit prévoir pour calculer la puissance. Alors, ce qui est plus délicat en fait dans les articles qu'il citait, qu'il a relus, c'est que dans 7 des articles qu'il relisait dans cette revue-là, H0 était l'hypothèse de recherche. C'est-à-dire que les chercheurs, là, ils ne voulaient pas mettre en évidence un effet, ce qu'ils voulaient, c'était montrer qu'il n'y en avait pas. Par exemple, un effet placebo, ou je ne sais pas. Et le gros danger, c'est qu'en n'ayant pas à l'idée cette notion de puissance et de risque d'avoir dit qu'il n'y avait pas d'effet alors qu'il y en avait un, c'est que les résultats de leurs tests, ils les ont pris comme définitifs, comme significatifs. Donc, quand ils n'ont pas rejeté H0, ils ont dit qu'il n'y a pas d'effet. Mais ça, c'est l'erreur qu'on fait si on dit que la différence n'est pas significative, de dire que les deux échantillons sont comparables. Mais voilà, mais si on fait pas cette erreur, on n'est pas là-dedans. Si on ne fait pas cette erreur, on n'est pas là-dedans. Là, il y avait une double erreur, en fait. Enfin, disons que l'erreur était d'autant plus grande que la puissance était très très faible. Puisque, en fait, les tests qu'ils utilisaient, ils étaient capables de détecter un effet que dans 25% des cas. Donc après, d'aller dire, yalla, H0 n'est pas rejeté, donc je vous ai prouvé qu'il n'y avait pas d'effet, mais non. Alors, on va on reste trop longtemps sur la diapo. Donc, ce que j'avais prévu de vous présenter aujourd'hui, c'était des rappels généraux sur la démarche des tests, un petit peu plus en détail que ce que je viens de vous montrer sur ces deux transparents, en insistant bien donc, sur le rôle de alpha et le rôle de la puissance. On va essayer de calculer tout ça à la main sur un cas simple. Bon, enfin, les calculs sont déjà faits. Hein. Et on prend juste un cas de comparaison d'une moyenne à une référence pour bien poser tous les concepts. C'est vraiment le cas le plus simple. Après, justement, avec cet exemple, en faisant varier les paramètres, on verra ce lien qui existe entre la puissance d'un test et la taille de l'échantillon. Et je vous présenterai ensuite, et un petit travail du week-end, un logiciel libre qui s'appelle G-Power, développé par une université allemande, qui permet en fait de faire des calculs de taille d'échantillon et de puissance dans des cas complexes. Donc, trouver le cas. Et donc, on pourra utiliser donc, les données de Catherine qui sont ceux d'une ANOVA à mesure répétée avec interaction entre variables inter et variables intra. Voilà. Après, beaucoup de questions qui se posent sur ce logiciel. On commence par le début. Alors, je reviens donc au commencement de tout. Pourquoi déjà on fait des tests? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça va passer un petit peu vite. Enfin, je pense qu'il faut déjà avoir des notions des tests pour comprendre ce dont je... Mais tout le monde connaît. Tout le monde a déjà fait des tests dans sa vie. Ouais. Un tout petit peu. En fait, souci, ma porte est ouverte. On a fait déjà des tests. Et toi? Pas du tout. Pas du tout. On a un point. C'est pas
pas vrai parce que j'ai déjà fait une présentation sur les tests. J'ai fait. Alors, pourquoi on fait des tests? Parce que quand on fait des données pour une expérimentation, on prend un échantillon, mais en fait, l'échantillon, on ne peut pas être sûr que ce soit une copie conforme, juste en miniature de la population. Parce que les gens ne se ressemblent pas. Si on avait 100 fois le même individu, ou toujours le même individu, ça ne servirait à rien d'en prendre 20, 30, même 1, ça suffirait en fait, puisqu'on étudierait en détail et on saurait tout sur la population. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Le problème, donc, quand on fait des échantillons, c'est qu'on est soumis aux fluctuations d'échantillonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez 2 échantillons dans une même population, ben, en fait, ils peuvent être très différents. Parce que votre population, au départ, elle n'est pas homogène. Donc si vous en prenez un certain nombre, ben là, il y a plus de blancs, là, il y a que des points noirs. Et pourtant, ça vient de la même population. Si vous la regardez comme ça à l'œil nu, vous dites, ben, voilà, c'est 2 populations différentes. Et alors, inversement, vous pouvez très bien avoir des populations qui ont des caractéristiques quand même très très différentes. Et pourtant, en faisant votre échantillon, vous allez trouver en fait 2 sous-échantillons qui ont à peu près la même structure. Donc les tests sont là en fait pour vous donner la possibilité ou pas de généraliser les résultats que vous avez trouvés sur votre échantillon à la population totale. Parce que ce qui vous intéresse, ce n'est pas d'étudier Monsieur Dupont, Madame Durand, vous en fichez un petit peu. Ce que vous voulez, c'est trouver des résultats généraux qui s'appliqueraient à tout le monde. Donc on a besoin des tests pour faire la part des choses entre ce qui relève de l'effet vraiment des variables qu'on étudie et de la fluctuation d'échantillonnage pour expliquer les différences qu'on trouve dans nos sous-échantillons. Alors quand on fait un test, ce qu'on a l'habitude de faire couramment, donc je vous disais, on commence par poser l'hypothèse nulle. Ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, c'est l'absence d'effet. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien? Alors pourquoi cette démarche? Parce que s'il n'y a rien, dans le cas d'égalité des moyennes, ça veut dire que les 2 moyennes sont confondues. Donc la variable qu'on va utiliser, par exemple la moyenne sur notre échantillon, eh bien, on sait qu'elle va avoir soit 0 s'il n'y a pas d'effet, elle sera égale à la moyenne de référence ou quelque chose, donc on connaît sa loi. Donc on va pouvoir savoir comment ça se passe. C'est pour ça qu'on utilise l'absence d'effet comme référence, puisqu'on sait précisément la loi que ça suit quand il se passe rien. Hypothèse alternative, donc c'est s'il y a un effet, c'est en gros il n'y a pas d'effet et après c'est toutes les possibilités. Alors quand on ne sait pas dans quel sens l'effet va aller, est-ce que quand je compare 2 moyennes, est-ce qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre? Si je le sais, je vais aller dans ce cas-là. Je vais le préciser dans mon test parce que ça va me rendre plus précis dans les résultats. Mais parfois je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'intuition. Parfois aussi ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si on est une plus petite que l'autre. Je veux juste savoir si c'est différent ou pas. Donc l'hypothèse alternative, elle va être soit bilatérale, soit unilatérale. Après, quand on pose un test, donc on va déterminer alpha, donc c'est donc le risque de rejeter H0 quand en fait il ne fallait pas. H0 était vrai, et moi je l'ai. Il n'y a pas de crayon. Je l'ai rejeté. Pourquoi? Alors, je vais juste garder. Donc quand je suis sous H0, ma moyenne je la connais, elle suit une loi normale. Et est-ce que tout le monde connaît en fait ces graphiques-là et comment ça se lit? Prenons par exemple la variable, la taille. Il n'y a que en stats, il n'y a que des lois normales? Non, il n'y a pas que des lois normales. Mais c'est vraiment le cas simple qu'on fait, le cas d'école, sur une moyenne. Pourquoi on prend la loi normale? Parce que quand on étudie une variable, par exemple la taille, le poids, quelque chose, donc d'un individu, si on regarde la moyenne sur l'échantillon, alors la moyenne va suivre une loi normale. Pas forcément la taille, il se trouve que la taille aussi sur la population, mais la moyenne d'une variable continue, elle suit une loi normale. Donc on va utiliser ça. Ça veut dire quoi là-dessus? Ça veut dire que j'ai 95%
des gens qui sont compris sous la cloche. Donc qui ont une moyenne, donc je ne sais pas si c'est la taille, c'est quoi la taille moyenne, 72 cm. Et dans cet intervalle de confluence-là, il y a 75%, il y a 95% de la population qui est là. Donc quand je vais faire un test, si je veux regarder si par exemple les gens de l'IFTAR sont-ils plus grands ou plus petits que la population normale, ça c'est une bonne question. Et là je vais prendre un échantillon, je vais calculer la moyenne sur mon échantillon et je vais regarder en fait si la moyenne de l'IFTAR elle est à l'intérieur de l'intervalle de confiance ou si elle est à l'extérieur. Alors peut-être que j'ai une intuition, est-ce que je pense que les gens qui travaillent à l'IFTAR sont plus petits ou non, je pense qu'ils sont plutôt à l'extérieur. Qu'est-ce que ça va changer? Quand je me pose la question, si je ne sais pas s'ils sont plus petits ou plus grands, en fait ce qui va changer c'est l'air qui est là. Si je ne sais pas s'ils sont plus petits ou plus grands, le risque, je vais le dispatcher des deux côtés. Je vais prendre 2,5% de risque alpha sur 2 de dire qu'ils sont plus petits alors qu'en fait ils n'étaient pas, et ou 2,5% de risque plus grand. Je répartis mon risque des deux côtés. Si j'ai une intuition et je sais qu'ils sont plus grands, ben en fait le risque d'avoir une conclusion erronée, je vais le mettre du même côté. Je vais juste regarder en fait s'ils sont plus grands. Ça va déplacer mon seuil. Donc ce risque-là, c'est moi qui le contrôle, c'est moi qui décide. Et en même temps, comme on n'est pas tout seul, on fait un petit peu comme tout le monde, il y a des standards. Le risque alpha, il est posé par construction, c'est un standard, tout le monde va prendre ce risque à 5%. Après, on peut décider d'être plus précis, ou en tout cas de diminuer ce risque-là, de le prendre à 1%. Mais ce n'est pas ce qui est le plus commun. Donc voilà ce qu'on fixe en fait quand on fait des tests. Et après, la plupart du temps, en fait, les autres données, on n'en parle pas. La taille de l'échantillon, souvent on se dit c'est les contraintes économiques qui font qu'on va choisir tant et tant de personnes. La taille de l'effet que l'on veut estimer, on ne sait pas, justement c'est la première fois, donc on ne sait pas, on n'en parle pas. Et la puissance, c'est-à-dire la capacité de mon test à détecter un effet, ça non plus on n'en parle pas. Et on y va. Alors, là je vous ai volontairement pas dessiné les risques associés au test pour essayer de les retrouver grâce au tableau qui est là. Donc je vous ai parlé du risque alpha. C'est quand H0 est vrai. Donc moi j'ai dit en fait, je me suis retrouvée là avec mon échantillon, la statistique de test m'a trouvé là. Du coup, c'est en dehors de l'intervalle de confiance, donc j'en ai en tout cas au-dessus de mon seuil, donc j'en ai déduit que c'était peu probable que mon échantillon soit issu de la même population là, parce qu'il est en queue de distribution. Il est parmi les très très grands. Les gens qui se trouvent là, ça veut dire qu'ils ont peu de chances en fait de suivre cette voie-là. Si ça se trouve, ils suivent une autre loi, donc la moyenne est plus grande. Quand je suis là, en fait, quand je suis dans cette aire alpha, je vais dire que je rejette H0, que c'est peu probable en fait que la moyenne que j'étudie, elle suive cette loi-là parce qu'elle est en queue de distribution. Donc je vais conclure que je rejette H0. Or, très bien, là, les gens qui sont là, ils existent, c'est des gens très très grands, c'est très rare dans la population, et pourtant ils sont là. Donc ça ne veut pas dire que quand je suis là, c'est forcément faux, que ma variable, elle ne suit pas H0 aussi, mais elle a des valeurs extrêmes, il y en a trois, c'est différent. Donc voilà pour alpha. Donc si
regarde sur la courbe, ça veut dire quoi? H0 est vrai. Donc je suis sous H0. Et la décision, c'est que j'ai rejeté H0. Je me suis retrouvée, j'étais en delà de mon seuil. J'étais en queue de distribution. Voilà, c'est ça l'air alpha. Qu'est-ce que c'est que bêta? Bêta, c'est pas la puissance, c'est le deuxième risque associé au test. C'est quand je me retrouve toujours au même endroit, en fait. Je suis par là. Et j'ai conclu, en fait, qu'il y avait un effet. Donc j'ai rejeté H0. Alors qu'en fait, j'aurais pas dû. Non, tu l'as pas rejeté. Je n'ai pas rejeté H0, j'étais là et je n'ai pas rejeté. Donc le risque de deuxième espèce, c'est quand on a conclu qu'il y avait un... Alors H0 faux, c'est en gros, j'ai conclu... à chaque fois, il y a un effet en fait dans la population. La réalité inconnue dans la population, c'est qu'il n'y a pas d'effet, il y a un effet. En fait, dans la réalité, il y a un effet, mais je ne l'ai pas vu. Et bien ce risque-là, s'il y a un effet, ça veut dire que je ne suis plus sous H0 là. Je suis sous H1. Donc on ne va plus regarder les airs sous la cloche H0, on va regarder les airs sous la cloche de H1. Alors, je suis dans la région critique puisque... Non, je ne suis pas dans la région critique puisque je n'ai pas rejeté H0 alors que j'étais sous H1. Donc en fait, bêta, c'est cette aire-là. Et vous voyez tout de suite, donc on avait dit alpha là, bêta là, que si vous voulez baisser alpha en disant oh 5%, moi je vais faire plus fort que mon voisin, je vais faire un test avec seulement 1% de risque, c'est encore plus significatif. Le problème c'est que plus vous baissez votre seuil alpha et plus vous augmentez votre risque bêta. C'est-à-dire le risque de ne pas voir un effet quand il y en a un. Mais ça veut dire qu'il faut connaître H1 Oui. pour calculer l'état. Oui. Ça, a priori, on ne connaît A pas. priori, on ne sait pas. C'est bien le problème. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les absents, j'avais mis la réponse. Donc, le risque alpha, quand on rejette H0 au seuil de significativité alpha, ça veut dire qu'en fait, si H0 est vrai sur la population totale, alors la probabilité d'avoir ce résultat-là avec les données de mon échantillon, elle est très très faible. L'air sous la courbe, en fait, donne la probabilité d'avoir un résultat. L'air sous la courbe, quand on ramène à une voie normale centrée réduite, c'est 1. Donc l'air sur la courbe, ça va être entre le seuil et puis la queue de distribution. Donc là, quand j'ai rejeté mon H0 parce que je me suis trouvée avec une probabilité très très faible, je vais rejeter H0 quand la probabilité d'avoir ce résultat sur mon échantillon, quand H0 est vrai, c'est très très faible. Normalement, je n'aurais pas dû tomber sur des gens aussi grands que ça. Donc je me dis, puisque c'est statistiquement peu probable d'avoir ces résultats-là avec la loi H0, ça veut dire que mon échantillon ne suit pas H0. Il suit une autre loi. Donc j'ai montré que les gens de l'IFAR étaient beaucoup plus grands que les autres. Voilà le raisonnement en fait d'un test. Sauf que, voilà, je n'ai pas du tout pris en compte le deuxième risque, c'est le risque de ne pas avoir détecté un effet alors qu'il y en avait un. Je vais faire le dessin là. Donc quand on est en bilatéral, donc le risque, on va le répartir de chaque côté en fait. On va diviser la région de rejet. Je vais rejeter H0, soit si ma statistique de test est plus petite qu'un seuil,
ou si elle est plus grande qu'un autre seuil. Donc du coup, le risque, quand je dis que c'est peu probable, eh ben, c'est soit peu probable parce que c'est beaucoup trop grand, soit c'est peu probable parce que c'est beaucoup trop petit. Donc du coup, le risque, là, je l'ai éclaté en deux côtés. Alors que quand on est en... Donc là, j'ai repris avec le bilatéral. En unilatéral, si je dis, si je pose que mon test va servir à savoir si les gens sont plus grands, donc là, sous H1, ma loi, la statistique suit une autre loi avec une moyenne qui est plus grande que sous H0. Donc là, le seuil, je vais le déterminer en mettant le risque alpha, je le concentre d'un seul côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pose à l'avance que je vais faire un test unilatéral, j'ai plus de chances de détecter un effet, une différence, que quand je suis en bilatéral. Puisque si les gens sont plus grands, ils vont être par là. S'ils sont là, je ne le verrai pas si je suis en bilatéral entre les deux seuils là. Ça va être une bande qui ne va pas être détectée en bilatéral et qui le sera en unilatéral. Donc si on pose a priori le sens de la direction dans laquelle on pense observer la différence, on a plus de chances de la détecter. Ça, c'est un point important. Donc sur les tests, la conclusion du test, c'est de quel côté on est par rapport au seuil, avant ou après. Et c'est comme ça qu'on va conclure sur l'existence ou pas d'un effet. Je rejette ou pas H0. Donc la conclusion, c'est il y a un effet, il n'y en a pas, c'est blanc, noir, oui, non. C'est tout. Donc toute la discussion est concentrée sur H0, mais à aucun moment on a parlé de cet effet qu'on voulait mettre en œuvre, en évidence. Quelle taille il a, quelle tête il a, à quoi il ressemble, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Donc la grosse question justement qu'il faudrait se poser, c'est surtout quand on arrive à un résultat significatif, il n'y a pas de problème. Et on a aussi à mettre en évidence un effet. Le seul problème que vous voudrez voir, c'est que ça manque d'information tout ça, parce que si c'est un tout petit effet, ça n'a pas la même portée qu'un effet grand. Donc là, c'est avec l'intervalle de confiance qu'on pourra mesurer cet effet-là. On peut ajouter cette information au résultat d'un test significatif. Par contre, si le test est non significatif, comment être sûr, comment distinguer le fait qu'il n'y a pas d'effet avec le fait que je ne l'ai pas vu? Ça, on ne sait pas, et souvent on passe outre. Et c'est avec le calcul de la puissance qu'on va pouvoir savoir en fait si le problème, si la conclusion, en fait, si on a un test qui est très très puissant, c'est-à-dire qu'il a 90-95% de chance de détecter un effet, si nous on trouve qu'il est non significatif, alors on tombe plus vers la conclusion que oui, apparemment il n'y a pas d'effet. Par contre, si on a un test pas puissant du tout, on ne sait pas en fait, on n'est toujours pas plus avancé en ayant fait un test. Le risque de deuxième espèce, donc c'est le risque que l'on prend en affirmant l'existence d'un effet alors qu'il n'y en avait pas. La puissance et son corollaire, c'est 1 moins bêta. Du coup, c'est la capacité du test à détecter un effet quand il existe réellement. Pour parler de ces deux risques, il y a une analogie qui est très parlante, c'est de se mettre dans la peau d'un juge. Et lui, il a une personne devant lui, un accusé. Il va devoir juger s'il est innocent et coupable. Il ne sait pas, en fait, dans la réalité, il n'était pas forcément là au moment des faits. Juste à la base des éléments, qui seront là, la statistique de test, il va devoir juger si la personne est réellement coupable ou pas. Ben, il va prendre deux risques. Le fait de le laisser en liberté alors qu'en fait, il était coupable. Et le risque de le mettre en prison alors qu'il était innocent. Le risque alpha, c'est ce risque-là, le risque de le mettre en prison alors qu'il était innocent. De dire qu'il y avait un problème, on a rejeté H0, on a rejeté l'innocence alors qu'il était
contrôlé. Alors que le fait de laisser une personne dangereuse en liberté, ça contrôle. Donc la puissance d'un test, en fait, elle va être, on va voir qu'on va quand même pouvoir l'appréhender, et elle dépend de 3 paramètres. Le degré de significativité, je vais montrer sur le graphique comment ça variait, la variabilité et la taille de l'échantillon, et aussi la taille de l'effet qu'on cherche à montrer. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, toujours sur ce lien entre ces deux, si vous bougez alpha, ça va vous faire bouger le risque bêta. Et donc, la puissance, c'est cette partie-là. C'est quand vous êtes dans la région critique de H0. Donc, vous avez dit qu'il y avait bien l'effet parce que vous avez rejeté H0 et vous avez raison puisque vous étiez sous H1. Alors, pour voir comment on calcule ça sur un exemple très très simple. L'exemple est tiré d'un cours de Lyon. Je l'ai mis en Champéry, c'est ça. Voilà, personne qui travaille sur les statistiques liées au sport. Et donc, il a fait un cours intéressant sur les notions de puissance. Et en plus, il donne des exemples pour appliquer, faire les calculs sous R. Donc là, dans cet exemple, on regarde en fait la consommation maximale en oxygène qu'on va mesurer sur une population de Parkinsoniens. Et on va regarder, on va comparer avec la valeur de référence sur une population âgée. Ce qu'on veut déterminer, c'est si les Parkinsoniens, ils ont moins de capacité, moins de souffle que les autres personnes. Donc là, l'hypothèse nulle, qu'est-ce qu'on pose? On pose que non, il n'y a pas de différence entre les Parkinsoniens et les autres. L'hypothèse alternative, ben là on sait, on a une intuition sur le sens de l'effet, puisque on sait que la maladie de Parkinson a des effets secondaires, et donc on s'attend à ce qu'ils aient moins de souffle que les autres, et c'est ce qu'on va décider. On prend un échantillon de n égale 15, pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Et parce qu'on avait juste 15 personnes en face de nous aussi, peut-être. Et on fixe le seuil de significativité à 5%. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en faisant ça? Quel est en fait le problème de faire un test? C'est quoi? C'est déterminer le seuil, cette fameuse barre, et donc la valeur là, en deçà de laquelle on va être ou pas dans la région critique. Là, par rapport aux courbes de tout à l'heure, c'est inversé, puisqu'on a toujours H0 au rouge, mais là, l'hypothèse alternative, c'est que les Parkinson ont moins de souffle. Donc, elle est de l'autre côté, la courbe de H1. Donc, je vais déterminer la valeur à partir de laquelle la capacité respiratoire va déterminer le seuil qui déterminera le début de ma région critique où je vais rejeter l'hypothèse nulle et déclarer que là, il y a une différence entre mes deux populations. Mais là, juste sur le graphique, c'est même un centré réduit qui est représenté, puisque c'est pas la moyenne qui est centrale. Oui. Donc, moi, mon souci, c'est de trouver la valeur sur la population, et pour y arriver, les seules lois que je connaisse, c'est des lois centrées réduites. Là, on connaît bien les autres, mais on n'a pas les tables de lois. Quand je veux savoir les aires, les tables de lois, elles sont calculées sur des lois centrées réduites. Donc je pars de Y bar qui est ma moyenne sur mon échantillon. Je vais regarder à partir de quand le seuil, la valeur du seuil qui fait que la région critique, quand on est en deçà de ça, et ben je vais me ramener à une loi centrée réduite. Comment je fais? Et ben j'enlève la centrée réduite, ça veut dire qu'on enlève la moyenne et on divise par l'écart type. Et en fait, l'écart type
de y bar, c'est l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Ça, c'est un truc. Si y suit une loi normale avec deux moyennes m et l'écart type sigma, alors y bar suit une loi normale de même moyenne et de l'écart type sigma sur racine de m. Donc je fais ça, je centre et je réduis, et du coup je dis que la probabilité en fait d'être là-dedans, ça c'est alpha. Et justement, qu'est-ce que me donnent les tables de loi? Les tables de loi me donnent la correspondance entre l'air qui est là et le fractile. Le fractile qui est en fait cette probabilité. La probabilité d'être dans la région critique, c'est l'air qu'il y a entre l'abscisse et la courbe. Et bien ça, les tables de loi me le donnent. Donc, je sais que ça va être égal à alpha. Et du coup, j'en tire la valeur de C, qui sera égale là à 22,95. Ça va être mon seuil. Si dans mon échantillon, je vais trouver une valeur qui sera inférieure à 22,95, alors je suis dans ma zone de près. Je dis qu'il y a de fortes chances, au vu des résultats de mon échantillon, que les parkinsoniens, ils ont effectivement une capacité respiratoire plus faible. Voilà comment ça marche. Donc j'ai déterminé mon seuil à partir de alpha. Donc là, on n'a pas du tout utilisé la courbe. Mais pour ça, tu es obligé de connaître la moyenne de la population normale. Oui, ça, elle était donnée parce que je savais sur mes personnes âgées, parce que je suis dans un hôpital et que j'ai plein de gens à disposition. Je connais ma population de référence. Là, je ne suis pas dans un cas où j'ai deux échantillons, j'ai un seul échantillon que je compare à quelque chose de référence. Donc, juste avec alpha, on a déterminé la valeur du seuil. Donc, je vais revenir sur le graphique. Ce seuil, il est calculé. Le seuil, il est calculé en fait indépendamment des résultats de l'échantillon. Il est là, il est fixé avec alpha. Et après, je calcule mon échantillon et je regarde où il est. Mais la loi bêta, comment je la connais? Pour la connaître, il faut connaître la moyenne en fait quand on est sous H1. Quand on est sous H1, quelle est la véritable moyenne des parkinsoniens? Et bien ça, je ne sais pas. Et en même temps, c'est important parce que si cette moyenne, elle est vraiment assez peu différente de celle de toute la population, les courbes vont être rapprochées et on sent bien qu'il y a plus de mal à détecter un effet quand il est petit que quand il est fort. Donc, pour déterminer un test, c'est le positionnement en fait, de la courbe de H1 qui va déterminer la puissance du test. Si les deux courbes sont proches, forte chance que je vais avoir, mon test il va être moins puissant que si la taille d'effet en fait, est très grande dans la population. Le même test, en fait, il y aura plus de facilité à détecter un effet fort qu'un effet grand. Mais en fait, avec les résultats qu'on a fait en posant le test là, on ne sait pas du tout la taille de l'effet. Alors, pour déterminer la puissance, on y arrive péniblement. Et là, justement, on dit voilà, on va calculer, pour connaître l'état, on va calculer la taille d'effet. En tout cas, plus que de la calculer, on va la poser, on va l'estimer. Comment on fait? Eh bien, on regarde en fait ce que font les autres. Et si on ne sait pas, on va en poser une de façon arbitraire. Donc la taille de l'effet, c'est quoi précisément? Ça mesure de combien on s'écarte de l'hypothèse nulle quand on est sous H1. Donc on va utiliser une taille d'effet qu'on va standardiser, parce qu'on sent bien que si on change d'unité de mesure, on change la taille de l'effet.
Or, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de combien relativement on s'écarte de H0 et qu'on doit toujours avoir la taille d'effet qui est nulle quand on est sur la loi H0 pour retomber sur nos clés. Donc on fait l'écart de moyenne, donc là, celle observée moins celle de référence divisée par l'écart type sur la population. Pour calculer la puissance, pour calculer donc la puissance qui va être donc 1 moins bêta, donc je vais me retrouver sous la courbe bleue et je vais calculer cette puissance-là. J'ai besoin de savoir donc où se trouve cette courbe. Donc soit on regarde sur les expérimentations précédentes, soit on a recours aux valeurs standards du dé de Cohen. Qu'est-ce que c'est que cette invention? C'est très pratique. Donc Cohen a défini pour chaque méthode statistique des tailles d'effets standards. Parce que la plupart du temps, justement, le gros problème quand on veut estimer la puissance, c'est qu'on ne connaît pas ce fameux H1. S'il y a un effet, c'est bien la première fois que je le faisais, j'en sais rien du tout la taille qu'il a. Donc selon la méthode qu'on utilise, soit des ANOVA, soit des comparaisons de moyenne, il va avoir recours à des valeurs standards pour déterminer ce que c'est qu'un effet faible, un effet moyen ou un effet fort. Et une fois qu'il aura défini cet effet, il va pouvoir en fait, on va pouvoir calculer la puissance du test. Je vous donnerai les valeurs seuil tout à l'heure, je reviendrai plus en détail sur cette taille d'effet et la différence qu'il y a suivant les méthodes. Donc là, on va calculer dans notre exemple. On a demandé en fait aux professeurs, aux médecins, et les médecins ont dit que en fait, on peut dire qu'il y a une différence qui a du sens, en tout cas pas statistiquement mais scientifiquement, quand la différence, quand la capacité respiratoire est en deçà de 23,5. Donc on calcule l'effet la taille de l'effet, on trouve donc moins un tiers. Maintenant, on va pouvoir calculer justement la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Donc c'est la probabilité d'être dans la région critique de H0, donc de rejeter H0, alors qu'en fait on est sous la loi H1. Donc c'est la probabilité d'être dans la région critique de H0, donc je suis là, mais je ne suis pas H0, je suis H1. Donc c'est cette courbe sous la cloche en pointillé bleu à partir de là. C'est ça la puissance. Le 6 c'était l'écart type. 6 c'était l'écart type sur toute la population et 15 c'était la taille de le... Et ça veut dire que c'est le même pour les deux, H1 et H0, ils ont le même écart type. H1 et H0 c'est des lois, c'est pas des... c'est pas des échantillons. La loi elle est définie que par la moyenne. Oui, on considère que sous H0, donc la moyenne c'est 25,5 et l'écart type c'est 6. Et sous H, effectivement, l'hypothèse implicite qu'on fait sous H1, c'est que la moyenne là elle est à 23,5, mais l'écart type est le même. Donc en calculant ça, c'est la probabilité que Y soit inférieur à 22,95 qui était le seuil de tout à l'heure. Mais pour le calculer, pour calculer l'air sous H1, il faut que je centre et que je réduise non pas par rapport à H0 comme je l'ai fait tout à l'heure, mais par rapport à H1. Donc je centre par rapport à la moyenne sous H1 et je divise par l'écart type de Y qui effectivement est le même. Et donc je me ramène à une loi qui me suit, une loi normale centrée réduite. Et donc c'est quand l'air sous la courbe est inférieur à... quand
c'est la probabilité que le seuil là, soit inférieur à moins 0,035 sur le graphique quand c'est centré réduit. Et donc là, avec les tables de loi, et tout à l'heure j'avais une correspondance entre l'air et le fractile. Là j'ai le fractile et ce qui m'intéresse en fait c'est l'air sur la courbe, c'est 0,36. Donc là, dans cet exemple-là, ça veut dire qu'avec juste un échantillon de 15 personnes, en ayant fixé alpha à 5%, j'ai seulement 36% de détecter une différence de capacité respiratoire des parkinsoniens, alors qu'il y en a vraiment une. Donc c'est pas bon. Oui, mais ça, c'est à condition qu'on connaisse la moyenne oui, on ne la connaît jamais. Parce Donc, que, ouais, si tu connais les résultats voilà, d'avance, ça va, c'est facile. il faut connaître la moyenne, il faut connaître les quartiles. Ouais. Voilà. Et bien, avec la magie de Cohen, là, tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir s'en passer. Donc là, on a fait les applications numériques, mais si on revient à la formule générique, on l'écrit par rapport à la taille des faits, qui inclut la différence de moyenne et divisée par les quartiles. Notre quartile, il est là. Avec cette formule-là, on n'a plus besoin de connaître exactement, d'estimer en fait la taille de l'effet à la louche. Si on est dans le cas où on n'a pas d'études antérieures, on ne sait pas. Et bien, avec les approximations de taille d'effet données par Cohen, on va pouvoir calculer quand même la puissance. Donc vous allez déterminer si vous voulez que votre test puisse mettre en évidence une taille d'effet faible, moyenne ou forte. Juste. Donc vous voyez qu'il y a une interdépendance entre la taille de l'échantillon, la puissance et la taille de l'effet que vous voulez détecter, et le fractile qui est associé à alpha, qui dépend donc de la valeur de l'alpha mi-bar, et puis du fait que votre test soit en bilatéral ou en unilatéral. Ça change aussi ce fractile. Donc si on pose alpha, la puissance qu'on veut, donc, le Z-alpha, il dépend aussi de N. Parce que quand tu pars de ta loi normale et que je sais plus comment vous dites, que vous remettez à l'unité, quoi. Centré. Que tu centres, ouais, mais tu divises encore par le racine de N. Non, c'est pas là. non, là j'ai... Moi, tout à l'heure, Non, c'était par les quartiles. On divise par les quartiles pour les centrer. quartiles, il y avait racine de N. en fait, normalement c'est par rapport à l'écart type de la population totale, mais quand tu ne l'es pas, effectivement, tu vas l'estimer par l'écart type de la population. Donc tu as ton N qui va se glisser dedans, mais pour estimer en fait l'écart type de la population, si tu as l'écart type de la population, tu les mets pour déterminer ton tes critères, ils sont calculés sur la population totale, c'est indépendamment de ton échantillon, tes critères-là. Et après, avec la position, les calculs que tu fais sur ton échantillon, tu regardes où tu es. Et le seuil, il est calculé avant de... c'est complètement dépendant. Le seuil, il dépend quand même du nombre de personnes. Alors, Si tu regardes C'est là que... tu vois, tu as bien la racine de 15. ouais. Enfin, plus l'écart type il est grand, plus ton seuil il va être loin, quoi. Mais normalement, tu travailles sur une population a un écart type fixe, et après tu prends des échantillons dedans pour estimer cet écart type. Mais normalement, l'écart type il est lié à la population. Enfin, tu fais cette hypothèse-là, que ton écart type il est lié à ta population et pas à la taille de ton échantillon. Et l'écart type c'est 6, et tu divises par le nombre d'échantillons pour recentrer ta loi. Ouais. Mais ici, c'est une remarque intéressante, effectivement, quand on le construit, et ça vient
Ça montre aussi, Ah, si moi, on veut montrer qu'un résultat est En gros, significatif, si tu veux être à 5% et que tu as beaucoup d'échantillons, ton truc, enfin tes seuils ils vont faire comme ça, et donc tu vas être tout autour de la moyenne, mais plus ton nombre de personnes va être petit, plus ça va s'écarter pour que tu fondes et dedans. ben, tu as tout compris au test. C'est-à-dire si tu veux montrer qu'il y a un effet, tu augmentes la taille de ton échantillon Voilà. et tu vas trouver un effet. Donc, c'est Mais toute tu une vas question pas- d'argent. Tu as compris l'interdépendance entre la puissance et la taille de l'échantillon ou du Mais taille de l'effet. le Z alpha il dépend de N. Aussi, non? Et normalement, ta population de base, elle a une répartition et ton écart type, en fait, c'est une mesure de sur cette population. Et finalement, normalement, cet écart type, il est fixe sur la totalité de la population. Mais après, si tu prends un échantillon dans cette population-là, il y a moyen que tu grossisses ton échantillon, mais ton écart type ne va pas forcément augmenter. Parce qu'il est lié à la population que tu es en train de C'est pas Z alpha qui dépend de N, c'est ton seuil. Ah oui, Le Z alpha, voilà, c'est sur mon pied. Le Z alpha, il est bien défini sur toute la population. D'accord. Là, c'est d'abord sur toute la population, et après, moi, mon seuil, effectivement, va dépendre de mon échantillon. Alors Z alpha c'est quoi? J'ai pas compris. Entre C et Z. C'est une valeur qui vient des lois normales, en fait. Oui, c'est vrai que là, j'ai pris le graphique dont la sorti forme est bien avec. connue. En gros, c'est Et il y a une table de Z qui tu est passes de fixée. ton seuil à ton truc. Alors, Voilà, on va dire en fait Voilà. que mon Z alpha, ça va être le fractile de la loi qui détermine l'air avec un bout de distribution. Et là, le seuil, là, il dépend de la taille de l'échantillon, effectivement. Avec la taille de l'échantillon, il va se balader plutôt par là, plutôt par là. Voilà, donc il y a une interdépendance entre la puissance, la taille de l'effet, la taille de l'échantillon. Donc on en fixe, si on fixe la puissance, puisqu'on se dit, quand on est dans l'objectif de savoir combien de personnes on doit inclure dans l'échantillon, on se fixe une puissance, donc par convention, une puissance est déterminée comme acceptable si elle est au moins égale à 0,8, donc 80%. Donc on va dire que voilà, le minimum qu'on se fixe, c'est une puissance de 80%. Alpha, on l'a fixé à 5%. La taille de l'effet, eh ben, on va choisir, si on n'a pas de données de référence, on va quand même dire qu'on essaye de détecter un effet moyen, parce qu'on sent bien que si on veut détecter un effet faible, on va avoir les tailles d'échantillons qui grandissent. Et bien, avec ces paramètres-là, on va pouvoir en déterminer N. Alors, ça, c'est la courbe de puissance du test. Donc, vous avez la puissance du test en ordonnée en fonction de la taille de l'effet qui est prise avec les valeurs sur notre exemple tout à l'heure. Donc, on était à 23,5. On était là avec notre taille d'effet et en fait on avait donc une puissance associée au test de 0,36. Donc si la taille d'effet est plus grande, si on se dit qu'en fait les Parkinsoniens ils ont une capacité respiratoire vraiment nettement plus faible que les autres, ben on voit bien que le test il sera beaucoup plus puissant pour déterminer une taille d'effet plus grande. C'est le lien. Et si l'effet est vraiment très très minuscule, et en fait le test ne va pas être puissant. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas réussir à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'effet et ce qui est de l'ordre de la fluctuation d'échantillonnage. Mais là, quand tu as les résultats de 2 échantillons, puisque c'est en fait, nous, ce qu'on a tout le temps, c'est des échantillons, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la norme, on ne sait pas combien on devrait avoir d'écart entre 2 situations. Quand tu as 2 échantillons, tu peux la calculer, la taille de l'effet? Et ben, la taille de l'effet, ça va être la taille de cette différence entre ces 2 échantillons et tu vas postuler soit qu'elle est faible, qu'elle est moyenne ou qu'elle est grande.
Au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, mu moins mu0, tu vas avoir mu1 moins mu2 divisé par les quartiers. Ouais. C'est le même en résonance. Postuler que la différence entre deux échantillons, elle va être soit faible, soit forte. Là, c'est le lien entre la puissance d'un test et la taille de l'échantillon. Donc on était, nous, avec un échantillon où on n'avait que 15 personnes. Et du coup, on avait une puissance de 0,36. Là, je garde tous les autres paramètres, je fais juste varier la taille de l'échantillon. Et je vois que la puissance de mon test augmente. Si je prends un échantillon de 100 personnes, bah, j'ai une puissance, j'ai quasiment aucun risque de passer à côté de l'effet. On a 5%. 5%, c'est Pour 100 personnes. Il reste quand même 5% de chance en haut de se tromper. C'est comme l'œil. C'est pas les mêmes risques. La puissance, elle est reliée au risque de deuxième espèce. Oui, oui. Mais en fait, on n'est pas directement tombé sur 1. C'était ça que je voulais dire. C'est qu'il reste quand même une petite probabilité de se tromper, même avec un énorme échantillon de 100. Quoi. Ça tend vers un, ça, Ouais, sûr. mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les 5% de alpha. Oui, oui, non, je sais, oui, j'ai bien compris. C'est juste qu'on n'est pas à 1, même si on a pris 100 personnes. Hein. Ah bah, c'est toujours, voilà, Mais c'est asymptotique, en gros. distribution, il y a toujours un risque, même en étant en queue distribution, de la cible, même si c'est peu probable, ça existe. Et est-ce que tu as le graphe d'avant? Celui-là où tu changes la taille de l'échantillon? Je ne peux pas faire varier deux paramètres en même temps. Plusieurs cours. Ça fait une surface. Ça commence à compliqué. Non, là, j'avais fixé la taille d'échantillon à 15 et je regardais ce qui se passe quand je change. Et mettons maintenant sur toi. Là, et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la valeur qu'on avait dans notre échantillon, 23,5, la taille d'effet, et j'ai regardé ce qui se passe si j'augmente la taille de l'échantillon. J'ai des questions. Tu disais D, c'est égal à l'écart entre les deux moyennes. Ouais. On a, donc, parce que moi je pense échantillon, donc écart entre deux moyennes sur l'écart type. De quelle moyenne? Oui, mais non, mais moi je te parle de mon exemple où on Ah oui. comparait. Après, justement, voilà, c'est en fonction du cas où on se trouve, eh ben, il y a différentes façons de calculer cette taille d'effet propre. La taille d'effet va être propre à chaque test utilisé. Après, les références pour déterminer entre moyen, faible et fort, ça va être commun à des groupes de méthodes, comparaison de moyenne, ANOVA ou autre chose. Là, on va avoir les mêmes seuils de référence pour déterminer ce que c'est un effet faible et un effet fort. Et après, le calcul interne, là, il est vraiment spécifique à chaque méthode. D'accord. Donc voilà, à ces niveaux conventionnels de taille d'effet déterminés par Cohen. Donc c'est pas des magic numbers, ça c'est un terme qu'Arnaud affectionne particulièrement. C'est des valeurs qui sont spécifiques quand même à des domaines d'études de sciences humaines. Après, il n'y a rien de plus... Enfin, la personne la plus compétente pour définir une taille d'effet, c'est le chercheur sur son propre domaine. Mais, voilà, quand on n'a rien d'autre, eh ben, ça aide bien. Donc, dans le cas d'une comparaison de moyenne, une taille d'effet faible, ça va être 0,2, l'effet moyen 0,5 et l'effet fort 0,8. Donc, on a ça. Alpha, on l'a. Maintenant, on a tous les paramètres pour pouvoir calculer la taille de la puissance une fois qu'on a ces seuils-là. Et on va pouvoir faire des calculs de puissance, en fait, sur tout et n'importe quoi. Là, l'exemple était vraiment l'exemple de base sur la comparaison de moyenne et une référence. On peut faire des comparaisons de moyenne sur des échantillons impariés, sur deux échantillons indépendants, quand on connaît les quartiles, quand on ne connaît pas, dans toutes les méthodes. Vous avez à chaque fois les seuils... ce calcul
de D. Et puis c'est les mêmes seuils donc pour ces comparaisons, ce groupe de méthodes de comparaison de moyenne. Après, on peut aussi calculer la puissance sur des ANOVA, puisque justement les comparaisons de moyenne, c'est souvent trop simple par rapport aux plans expérimentaux que vous avez, vous avez des choses bien plus complexes. Et donc, on va trouver des effets, des tailles d'effets pour les ANOVA mesures répétées. On peut faire des calculs de puissance sur les corrélations, les modèles linéaires, les comparaisons de proportions. En fait, tout ce qu'on calcule, chaque fois qu'il y a un test, on peut calculer la puissance. Mais à la main, non. Avant, il existait ce niveau-là où il y avait les tables. Suivant la méthode, donc on avait, suivant les paramètres, on peut retrouver la valeur de la puissance. Et maintenant, on fait mieux que ça. Il faut mettre tout ça sur informatique et ça fait des logiciels. Alors, la taille de l'effet, quand c'est une comparaison de moyenne, on voit bien ce que c'est. C'est qu'on fait une différence de moyenne, on divise par l'écart type. Donc, encore faut-il savoir de quel écart type on parle. Mais quand on est dans des cas plus complexes où là je vais m'arrêter sur l'ANOVA, qu'est-ce que c'est qu'une taille d'effet? Et bien on va ramener en fait au pourcentage de variabilité expliqué par le modèle. La variabilité expliquée par les variables du modèle sur la variabilité totale de l'échantillon. Et pour ces méthodes-là, on va avoir à chaque fois donc, des tailles d'effets conventionnelles. Donc là, on ne parlera plus de la petite lettre, pour la nommer, ce n'est pas le D, ça sera le F quand on parle de l'ANOVA. Donc pour les ANOVA, donc le F, ça va être un rapport entre la variance expliquée et puis la variance due aux erreurs dans le modèle, où elle est calculée aussi par rapport à la variance expliquée. Enfin, il y a plusieurs façons en fait de la calculer, on revient toujours à la même valeur. Donc les seuils de référence, ils ne vont pas être les mêmes que quand on avait les comparaisons de moyenne. On va parler d'effet faible quand on est sur une ANOVA, avec F égale à 0,1, F0,25 l'effet modéré et 0,4 l'effet fort. Il faut garder ces valeurs-là en tête parce qu'on va les utiliser quand on va regarder l'exemple de Catherine. C'est commun à tout l'ensemble, le corpus de méthodes autour de l'ANOVA, que ce soit en mesure répétée ou pas, c'est toujours ces valeurs-là qu'on va prendre. Alors, dans le cas des ANOVA à mesure répétée, il y a d'autres paramètres en fait, qui rentrent en compte pour calculer la puissance. C'est les facteurs de correction. Quand on est sur une ANOVA, l'hypothèse, il y a une hypothèse qu'il faut que dans chaque groupe, je vois comme si c'était... Je pense que c'est... C'est bien de rendre compte que... Quand on compare les corpus de méthodes de comparaison de moyenne, c'est que je compare deux groupes. Après, il se trouve que des fois, j'ai trois groupes. Et là, je vais m'embêter pour savoir, pour les comparer. Et on fait appel à c'est une méthode qui s'appelle l'ANOVA. Donc, on va comparer en fait la variabilité dans notre modèle due par le découpage par notre variable en nombre de groupes. Ça peut être des classes d'âge, ça peut être la localisation, n'importe quoi. Donc tu as une variable continue que tu vas découper avec une variable qualitative qui va te faire un nombre de groupes égal à K, K étant supérieur ou égal à 3. Et pour calculer en fait le cas de comparaison de moyenne, va être amené à un cas de comparaison de variance. On va regarder dans tout ton échantillon, tu regardes la variabilité, si elle est plus ou moins homogène, et tu vas regarder à l'intérieur de chaque groupe cette variabilité aussi. Et tu vas faire un rapport entre la variabilité qui est due au découpage en groupe de ce qui est dû de la variabilité totale. Et comme ça, on sait le poids en fait du facteur pour expliquer les différences. 5 minutes comme ça.
Comment ANOVA, c'est un raccourci, parce qu'ANOVA, c'est le titre des procédures dans les logiciels de stats, ça s'appelle comme ça. Vraiment, la méthode dans les livres, c'est l'analyse de la variance, en fait. Ok. Le multitude des variances, on est bien d'accord, c'est que quand il y a plusieurs groupes, sinon sans... Le pluriel commençant à 3. À 3 Si t'en as deux, c'est Ouais, Ah oui. Mais quand tu n'as qu'un seul groupe qui fait plusieurs conditions, il n'y a pas de... ANOVA, mesure répétée. Ouais. Tes groupes, c'est les conditions. Et on va Mais on ne fait pas utiliser les seuils. l'homogénéité des variances dans ces cas-là de groupe. On pourrait, je veux dire... Mais bon. Si, c'est ramené en fait à un calcul de variance. La moulinette de la méthode, c'est comparer les variances dans les groupes. D'accord. Donc, quand c'est une ANOVA, ce qu'on appelle une ANOVA simple, où les groupes, c'est pas les mêmes personnes dans les groupes, ce qu'il faut comme hypothèse fondamentale, c'est que la variance soit égale dans chacun des groupes. C'est un postulat pour pouvoir calculer la statistique et montrer qu'elle converge vers une loi connue, il faut avoir ce postulat. Quand on est dans les ANOVA à mesure répétée, donc là c'est les mêmes personnes, on fait passer des expérimentations différentes. Le postulat de base, c'est qu'on doit avoir la même covariance entre des paires de groupes en fait. Et c'est pas toujours le cas. Et dans ces cas-là, il faut appliquer un facteur de correction. Donc SPSS vous en donne 3. Et pour le calcul de puissance dans les logiciels, c'est celui de Greenhouse et Gezer qu'il faut prendre. Pourquoi? Parce que le premier, je m'en souviens plus, il y en a un qui est trop conservateur et l'autre qui est trop libéral dans la conservation des hypothèses. Donc celui-là, il est intermédiaire entre les deux, c'est celui-là qu'on va prendre. Et dans les sorties de SPSS, c'est désigné par epsilon. Donc ça, on en a besoin pour calculer les calculs de puissance et de taille d'échantillon. Donc maintenant, je vais passer en fait sur le logiciel que j'ai découvert, qui s'appelle GPower. C'est un logiciel libre, je vous ai mis l'adresse pour le télécharger directement sur le site de l'éditeur, qui est donc une université allemande. Et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc les méthodes sont rangées par corpus. Donc F-test avec tout ce qui est les ANOVA, mesure répétée ou pas. T-test, comparaison de moyenne. Donc on peut aussi faire des calculs de puissance sur des tests non paramétriques du qui 2. Z-test, ça c'est un peu comme les T-tests, mais comme on a des échantillons plus grands. Parce que là on suit du normal, on suit du motionnel. Et exact-test, ça je ne sais plus ce que c'est. Tu es en train de dire que c'est un petit stat en ligne gratuit? Ouais. Ouais. Et au départ, en fait, j'avais voulu faire la présentation sous R, parce qu'il y a aussi des modules. C'est vraiment magique, gratuit. C'est magique. Bon, voilà, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que avant de faire les calculs, on n'a pas la courbe. On va les tuer. On va choisir juste la famille de tests qui nous intéresse. Là, pour reprendre les calculs de l'exercice précédent, donc j'ai repris des tests, tout ce qui est comparaison de moyenne. Je suis dans le cas où j'ai un seul échantillon et je compare par rapport à une valeur de référence. Et j'ai le choix. J'ai le choix, soit je détermine la taille de mon échantillon, soit mon expérimentation est faite et je regarde la puissance de mon test. Là, si je regarde la taille de l'échantillon, après, je n'ai plus que ces cases blanches à remplir. Donc, l'effet, le petit dé, ça, je l'ai rempli, on l'avait calculé, puisqu'on avait fixé notre taille d'effet. C'était 25,5 moins 23,5 divisé par l'écart-type. Donc, j'étais à moins un tiers. Alpha, il est fixé. La taille de l'échantillon, c'était 15. Et après, il n'y a plus qu'à faire calculer. Et donc là, il m'a trouvé que la puissance est à 0,34, 35. Nous, on avait trouvé 36 avec les calculs. Voilà. Donc, deuxième application numérique qu'on avait faite, la même chose, mais
là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va changer. Alors, c'est post-hoc. Tu as voulu calculer le nombre de participants. Ouais. Oui. Non, tout à l'heure, c'était là. Oui, c'est ce que je pensais. C'est le nombre de participants. C'est pas mis mes transparents dans le même sens. Là, voilà. Là, c'est avant de faire l'expérimentation. Je veux avoir une puissance de 80%. Alpha, je ne touche pas. Il est à 5%. La taille de l'effet, je la connais. Et de combien de personnes j'ai besoin dans mon échantillon? En remplissant ça, je trouve 55. Et on pourrait vérifier avec la courbe. Là. Alors 55. Paf. Ouais, voilà, j'arrive à une puissance de 80. C'est une courbe théorique ou c'est une courbe qui va avec l'exemple? En fait, c'est moi qui. Je l'ai faite avec le logiciel G. Ouais, machin, là. Ça, c'est la courbe qui est calculée sur l'exemple de l'exercice. Non, mais tout varie en fait. Et justement, avec le fameux G. On peut calculer les courbes. Je l'ai faite en fait dans la courbe que j'ai mise sur les transparents, je l'ai calculée avec ça. Alors, on va passer aux données de Catherine justement dans le logiciel. Donc pour présenter le contexte, si j'ai tout bien compris. Ouais, vas-y. Bon. Dans le cardiaque, on a un indicateur qui est la balance sympathique vagale, qui est sensible à une variation de la charge cognitive. Voilà, tu l'as bien dit, en fonction de la réalisation d'une simple ou d'une nouvelle tâche. Et en fait, on est dans un plan où chaque conducteur a conduit sur le simulateur, sur deux types de routes, soit sur nationale, soit sur autoroute. Et ça, parce qu'en fait, l'indicateur il est sensible dans des tâches assez simples. On ne sait pas comment il se comporte sur national, donc ce choix de modalité est un peu exploratoire de ma part. Et chaque participant le faisait dans différentes conditions de distraction, soit en situation de contrôle où il faisait que conduire, soit en situation de contrôle avec une tâche ajoutée qui était de la distraction verbale, soit en situation de conduite avec une tâche ajoutée de la distraction verbale, soit conduite plus une tâche ajoutée de distraction vidéospatiale. Donc notre condition de distraction, elle va prendre trois modalités, c'est ça? Derrière. Ouais. Contrôle, DV, DVS. Voilà. Et il y avait deux groupes de conducteurs. Ah oui, en fait, on a fait une première expérimentation où on a vu sur, je ne sais plus combien on avait de participants, 17 participants, on a vu que finalement, cet indicateur, la balance, il n'était pas sensible, on montrait très peu de différence. Et du coup, on a analysé les vidéos, on a fait une petite analyse d'activité, on a vu qu'il y avait deux stratégies de régulation de la charge cognitive chez les conducteurs. Certains, quand ils sont en double tâche, ils ont tendance à être plus focalisés, ça les motive et ils réalisent mieux les tâches. Et puis d'autres sont plutôt distraits, ils sont perturbés par la tâche ajoutée. Et du coup, la question qu'on s'était posée, c'était on va faire un recodage dans nos groupes et scinder notre échantillon en deux, entre ceux qui sont focalisés et distraits. Mais là, j'arrivais sur deux groupes qui sont très petits, puisque j'avais 10 individus d'un côté et 7 de l'autre. Donc, je me suis dit, puisque j'ai les premières données, il faudrait que je fasse des tailles faudrait que j'estime les. Je ne sais pas comment je vais dire. Combien il faudrait les tailles d'effets, ou je sais pas quoi. Combien il faudrait, à l'idéal, de participants dans mes groupes pour montrer qu'il y a vraiment ces deux stratégies qui existent, et qu'on trouve dans le cardiaque. Voilà, donc pour montrer les stratégies, du coup, avec les données, je me suis amusée à refaire justement cette ANOVA mesure répétée. Et donc, on voit bien la groupe 1. Voilà. Là, on regarde les effets. Donc, les courbes, c'est en bleu le groupe 1, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Ouais, c'était focalisé ou distrait, je ne sais plus. Donc, ils n'ont pas les tous, effectivement, on voit bien que c'est assez pertinent, en tout cas, comme découpage de l'échantillon, parce qu'on a des effets très différents de la distraction. Là, c'est sur la route nationale, et là, sur l'autoroute. Donc, bonne intuition. Bonne intuition. Alors, le fameux GPE. Donc voilà notre chambou logiciel, je vais m'asseoir. Alors, on est dans quel cas? On est on n'est plus dans des tests, on est dans les ANOVA, donc
Et on va chercher la méthode qui nous intéresse. C'est avec mesure répétée et interaction entre le facteur interne et externe. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplir les cases. C'est pas forcément le plus simple. Donc, la taille de l'effet. On avait dit qu'on était dans le corpus de méthode de l'ANOVA. 0,1 c'était faible, 0,25 moyen et 0,4 fort. Donc, pour une première approximation, on reste sur l'effet moyen. Alpha, on n'y touche pas les 5%. La puissance, on ne va pas être aussi gourmand. On va dire qu'avec 80%, on sera déjà content. C'est souvent ça qu'on prend comme risque. C'est le seuil minimum. Le nombre de groupes. Donc là, j'ai 2 groupes de sujets. Et je leur fais passer 6 mesures en fait. Et alors là, où ça devient plus chou, c'est les corrélations aux des mesures. C'est Il y a exact, 2 ouais. VI, 2 routes et les Ouais, ouais. conditions, ça fait 3 fois 2, 6. Ouais, ça y est, j'y ai. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la correction en fait, de la sphérécité, c'est là que ça se met. Donc, où Attends, est-ce qu'on va... La corrélation, c'est parce que tu l'avais calculé, c'est ça? En fait, là où je sèche, c'est que c'est un logiciel super, mais la doc n'est pas encore écrite. Et la correction, la corrélation, je ne suis pas sûre de ce que c'est. Ah, mais c'est de la correction en fait, non? Non. La correction, je sais où je vais aller l'attraper. C'est dans la NOVA, du coup, je sais. Mais la corrélation autour des mesures répétées, pour moi, une corrélation, c'est entre 2 mesures. Ben, Alors là, il y en a 6. Mais la corrélation, je ne sais pas. Ben, en fait, comme il te fait des SPSS, il te fait des moyennes estimées entre. Il regroupe la condition route contre la condition autoroute pour chaque sujet. Donc là, tu peux faire une corrélation. Et... En fait, je les ai calculés à la mano. Enfin, j'ai fait mon tableau de corrélation avant mon. Ouais. Ah, mais tu les fais toutes alors, les corrélations? Je les ai croisées toutes les conditions de mesure, je regarde. Et en fait, on a des très très bonnes corrélations. Et oui, mais t'en as quand même qui sont pas Il y en a du tout du même ordre que les autres. Donc le tableau est symétrique, donc on regarde qu'une diagonale. Il y en a quand même, voilà, autour de 5%, c'est pas terrible, mais quand même, on en a pas mal autour de 0,7. Oui, mais là, comme tu as des chiffres très variés sur les corrélations, que t'en tires? Pas très varié, c'est vrai. Oui, enfin, tu mets quoi comme valeur? Parce que tu Voilà, dis ça va de 0,4 à 0,9. Et en fait, c'est plus les corrélations sont fortes, plus il y a un effet. Donc moi, je suis partie de l'hypothèse pessimiste où j'ai rempli mon tableau avec la corrélation la plus faible. J'ai mis 0,5. D'accord. Mais ça m'embête parce que je ne sais pas trop. Là, c'est un truc à creuser. Mais on aurait pu décider de prendre la moyenne de toutes ces corrélations. Ouais. Je sais pas si c'est. Je ne le vois pas. Et c'est pas dans la méthode, elle n'est pas expliquée les mesures répétées, je ne la trouve pas là-dedans. J'ai trouvé un autre logiciel, XLStat aussi, qui permet de calculer la même chose que GPower. Et dans la case corrélation, c'est marqué la corrélation. Mais peut-être parce que justement, il faut chercher des corrélations de plus haut niveau, quoi. Enfin, Non, mais la corrélation, c'est toujours entre 2. oui, mais tu les cherches de plus. Enfin, je reprends juste l'exemple Quand tu national. dis le plus haut niveau, c'est de remettre toutes les modalités dans. Ben, tu prends modalité route, tu as deux trucs, tu mets les 3 conditions par sujet de toute façon. Après, tu prends tes conditions et après, tu en as quand même moins. Quoi, Mais ça revient à faire la moyenne de toutes celles pour autoroute. tu crois que ça fait je suis pas sûre. Je connais pas les propriétés des corrélations. Je saurais pas dire si la somme des. Je suis pas sûre. Voilà, donc c'est un problème. Là, on peut faire. On peut laisser ça en suspens et faire les deux cas. Ouais, On prend la plus basse et la moyenne. Parce que ça Je change. crois que ça fait 0,5. Et la plus haute aussi, pendant. Voilà, donc on veut dire qu'on regarde On va faire 0,5. 0,5. Et la correction de sphéricité, donc ça, je suis allée la chercher dans mon ANOVA avec. Voilà, c'est ici. Donc le test de sphéricité. Donc, Ah, mais c'est Parce que c'est des analyses de variance à mesurer. à mesure. Oui, non, mais j'ai bien l'habitude de les voir, les greenhouse. Moi, je sais jamais quel prendre, donc là, tu Eh me ben, donnes un truc très intéressant. Le premier, Greenhouse Geyser, ben, on n'existera plus, mais tu prends le chiffre qui est dessous, alors, le epsilon de Alors, Greenhouse. en fait, là, moi, je suis dans le cas où je regarde les effets croisés. Donc, je vais prendre Ah oui, tout ça.
Là aussi, si ça m'embête parce qu'il n'y en a que un. Et ouais, tu prends Mais lequel? bon, comme j'ai dit que j'avais 6 mesures, je suis en train de, ça veut dire que je suis en train de tout croiser, donc c'est Donc c'est celui-là celui-là qu'il faut prendre. Donc on est d'accord, donc celui-là. Donc là, je suis à 0,96. Voilà. Ouais, Tout rempli. 9,7. Ouais. Et calculette. Et voilà, donc Jericho. Et on a notre total sample size, 20. Ouais, c'est magnifique. Bah, je sais pas, moi je sais pas. En fait, au départ, je me suis dit, est-ce que c'est tous les échantillons ou est-ce que c'est par groupe? Parce que quand tu fais sur R et que tu compares deux moyennes sur des échantillons Non, je pense différents, que la taille c'est qui te donne, c'est pour chaque groupe. Ah, pour chaque groupe? Ouais, mais Ah c'est oui, marqué, oui. il y a une petite. C'est marqué en Bah fait. là, il y Mais a des là, choses on est. pour chaque, ouais, c'est pour chaque groupe, là, ouais. C'est 20 dans le groupe focalisé. Bah, sur les ANOVA, où c'est des groupes différents, ouais, la mesure répétée, là encore, c'est un. Parce que là, comme tu regardes deux groupes en disant que tu vas en avoir deux, Mais du coup, c'est énorme. c'est pas énorme, non? Bah, Voir, il m'en faut 40. Moi, je trouve que c'est énorme, non? Toi, tout ce qu'on faisait depuis des années, Bah, au pif, souvent. ça tourne autour de ça. Ouais. Mais bon, voilà, le truc, c'est 20. Mais Mais après, si on change on va faire un effet faible. Donc, on va faire 0,1. Unity, on fait beaucoup d'expés avec ANOVA, justement, et du coup, c'est ça, c'est un 30, 40, etc. Mais ça dépend ce que tu fais comme manip. Regarde, Attends, mais j'ai Ah ouais, non mais c'est vrai. fait pas mal. Là, j'ai juste changé la taille de l'effet. Ah oui, oui, c'est Parce que sur des manips lourdes, ouais. Parce qu'un effet faible. Ah oui, oui, oui. Difficile à détecter. Et là, en effet. Et Ça va aller faible. J'ai juste changé la taille de l'effet. La différence entre les deux échantillons. Et puis si on là, il en change- faut 112 pour avoir un Ouais. effet faible. Alors, ça, je comprends pas. Pour avoir un effet fort, il en faut moins que pour avoir un effet Ah faible. bah oui, parce que c'est plus facile de détecter une différence forte entre des groupes. Si la taille de l'effet, c'est ce qui existe sur ta population, tu ne sais pas en fait. C'est Tu très peux essayer faible. d'estimer avec tes expérimentations. Mais- Mais si là, il y a des effets très forts entre ces deux groupes de personnes qui sont très différents, leurs interactions, s'ils sont très différents, ça va être plus facile de voir si tu as, quelqu'un qui... Alors, je crois que je Là, moi, j'avais quand même des résultats sur les 10 premiers et les 7 premiers. Donc, est-ce que j'aurais pu aller estimer les tailles des feuilles? Eh bien, si on met, du coup là, on n'est plus dans le truc a priori, on va calculer notre taille, Ah oui, la puissance. notre puissance. Ouais. Du coup, c'est post-hoc, voilà, c'est bien là. Hein. Donc, taille d'effet, on va être gentil, on va faire moyen. Alpha, toujours, sample size, donc on avait 17. Sample size, non, là, c'est la moitié. Si. D'accord, au groupe. Bah, c'est ça où je me dis que c'est pas la taille de l'échantillon. Parce que je me suis amusée à simuler, à changer dans tous les sens, des fois j'avais des nombres impairs. Donc je me dis, effectivement, ça doit être par groupe, parce que sinon, quand j'ai dit que j'avais deux groupes, c'est ce qui me fait dire en fait que c'est la taille par groupe. Mais le fait que ce soit un pair au pair, tu peux avoir un groupe plus grand que l'autre. Non, après c'est calculé pour avoir des échantillons, des sous-échantillons de même taille, mais on peut encore calculer des correctifs. Si tu sais que tu vas avoir 2 tiers, 1 tiers, tu calculeras. Non. Mais là, justement, enfin oui, dans les groupes, c'est différent, mais tu peux avoir deux groupes qui n'ont pas la même taille. Parce qu'avec les mesures répétées, il faut que tout le monde ait fait toutes les modalités, sinon tu perds ton... Non, mais je peux avoir deux groupes. Après, je les ai fabriqués à la fin, mais du coup, j'ai 10 Mais dans sauf que c'est quand même marqué total sample size. Ouais, c'est marqué total. Moi, je mettrais 17. Ouais. Et puis, non-spéricity correction on garde. Ah oui, la corrélation on garde ça. Bon, on va garder ça. Voilà, c'est bien. Que tout à l'heure, ton Donc là, total sample size, il était à 20, celui dont on a fait le calcul a priori, il était à 20, et toi tu avais dit, ça veut dire deux groupes de 20.
Et, Ouais, mais là, c'est marqué. non, ça En fait, voudrait dire de c'est- Google en fait. C'est une question, c'est pour l'instant, ça me parce que paraît je me pose la question et j'ai pas les moyens puisqu'il n'y a pas la doc et que j'ai pas. Faut que j'aille retourner dans les. Je sais pas où je cherche ça. Et là, si on mettait 10 dans la taille de l'échantillon, Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Myriam? Ça veut dire Ça veut qu'avec les dire- 17 participants, j'explique 75%. Non, ça veut dire que tu as 72% de chance de mettre en évidence un effet qui existe. Donc ton test est puissant, déjà avec 17. Alors que toi, avec les résultats, ben, tu n'as pas vu. Ah oui, donc c'est peut-être totalement, c'est ça, avec 3 participants de plus, je montre quelque chose, et 10 dans chaque groupe. Mais ça me paraît Parce que si bizarre. c'est déjà En fait, voilà, ce qui participants. ne va pas, c'est ce résultat d'avoir un test très puissant. Alors pourtant, on regarde la NOVA mesure répétée. Ah oui. Donc sur les 17, c'est où le truc? Non, c'est la corrélation. Ça me fait plaisir de voir que tu te poses autant de questions que nous, parce que... Mais, Bah, ouais. là, avec les résultats qu'on a, on est capable, en prenant les deux effets causés, enfin on a deux groupes différents, normalement on est capable de calculer le F, non? Plutôt de le mettre a priori là dans le tableau. Donc ça n'est pas le F, le petit F de Cohen n'est pas le F. Oui, mais il n'y a pas moyen d'aller lire dans une table à partir des résultats là. Le Mais petit tu, F qu'on oui, a, tu nous peut avais être donné, quoi? c'est la variance expliquée sur la Ouais. variance de l'erreur Bah, avec une sur racine la carrée loi que j'avais mesure pas compris où elle était. Mais... Sur la loi mesure répétée, Il n'y a pas moyen de le définir quelque part. On bien qu'on regarde ensemble parce que. Donc ça, c'est de. Parce que du coup, on ne sait pas si on a un effet fort ou un effet faible sur notre expérimentation. Du coup, on part quand même avec une grosse hypothèse de départ pour définir la taille de nos échantillons et la puissance quand même. Très très fort parce qu'on le voit sur les graphes avec les deux groupes, ils n'avaient pas du tout. Mais qui sort pas significatif. Hein, si, là c'est significatif, si c'est significatif, mais c'est juste sur les effets inter. Et moi je voulais une espèce de stat sur tout le modèle. Mais bon. Pour calculer mon F, j'ai besoin soit du état, là, soit des erreurs du modèle, surtout. Enfin, là c'est significatif, mais sur le découpage entre deux groupes, ça oui. L'effet il est très fort. Mais après, comme on regarde l'interaction avec les variables, c'est là où je ne sais pas calculer mon ITF. Pourquoi tu me dis qu'il est significatif, l'effet du type de groupe? Bah là, je suis dans le test of between subject Et le effect. type de groupe, regarde, le F il vaut Ah oui, 4 voilà. et le P Ah oui, il est à non, oui. 0,537, il n'est pas Non, significatif. c'est pas significatif. Donc c'est pour ça que je me disais, j'ai plus un effet significatif, même si visuellement on voit qu'il y a quelque chose. Ouais, mais voilà, c'était ça qui me posait problème ce matin. Je comprends pas pourquoi on a une puissance de 75% avec. Un effet qui n'est pas significatif. Bon, peut-être que voilà, peut-être qu'on est dans les fluctuations d'échantillonnage, mais c'est quand même ça. Bah, peut-être parce que ce qu'il veut m'attendais pas dire, à c'est ça. que normalement, tu ne dois pas trouver d'effet avec cet échantillon-là. Donc c'est normal que ce soit pas significatif. Ouais, c'est peut-être juste dû à la structure de l'échantillon. En fait. Mais, normalement, on est dans les 25% peut-être. Ouais. Pas de chance. Ouais. Ou alors si on prend un G-Power et qu'on met un faut effet que tu fasses faible, plus ça de devient sujets. une puissance de combien? Alors, dis-moi ce que tu veux. Ici, si on met un effet, 0,1. le F de 0,1, un effet faible, un power de 14%. Et pourquoi tout à l'heure il y en avait 100? Parce que j'avais dit que je détectais un effet moyen, mais j'en sais rien en fait. Ça se trouve l'effet. Parce que je trouvais que. Et là, le power, il a bien descendu. Ouais. Donc, on se pose toujours des questions, mais alors, déterminer la puissance, le chiffre exact, ça dépend tellement de paramètres que un petit peu comme ça à la louche. Mais comme en plus, pour pouvoir le calculer, tu es obligé d'avoir déjà fini ta manip. Alors à moins de faire le choix de Catherine, c'est-à-dire de rajouter des sujets après. Si tu as un test trop faible, Là, avec les. tant que tu n'as pas les résultats, tu peux pas rentrer tout ça. Donc, Ah si, parce que là, regarde la taille d'effet, je ne l'ai pas fait à partir des résultats de l'échantillon, je me suis dit effet faible, effet moyen. mais les effet fort. corrélations, tu peux pas les remplir. Oui, non mais c'est vrai, ça m'embête ces sortes de corrélations, il faut que je vérifie un peu ce que c'est, parce que là...
Moi, ce qui me dérange complètement avec ça, c'est de faire a priori, parce que a priori, même si tu regardes les manips qui ont été faites par tes collègues, ils sont jamais dans les mêmes conditions. Et nous, on a des Non, mais par exemple, on pourrait dire qu'on se stoppe au bout de 10 participants à chaque fois, qu'on fait une première analyse, qu'on regarde comment ça se comporte et qu'on définit. Parce que même si tu fais pas Ouais, la même mais chose que les autres, tu perds du temps, quoi. Je veux dire, c'est mieux de faire. Après, tu peux toujours faire un point à mi-parcours pour voir si ton hypothèse de départ Parce que de le risque, ton sujet. c'est qu'on monte toute une expérience pour les montrer au final, alors il ne faut pas le prendre ce risque. ouais. Voilà, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre plus de sujets, mais en mettant que ça, on va. On ne montrera rien dans le saccage d'une expérimentation. Ouais. C'est toujours trop d'argent, du coup. Voilà. Et si on multiplie par 2 à un moment donné, tu fais passer 10 sujets, tu multiplies par 2 les résultats et après tu observes. Qu'est-ce que tu On multiplies fait par une deux? projection de si j'avais le double de sujet. Mais ça c'est faux parce que. Ah bah oui. Non, si tu peux calculer ta. Bah si, mais Ah bah si, tu fais une Si tu estimation. dis que mes premiers résultats ils vont se comporter de la même manière avec 20 sujets, est-ce que ma puissance si sera je bien? double mon effectif, est-ce que ça tombe Bah voilà, quelque là, chose? bah voilà, là, Donc c'est ce qu'on fait parfois. Tu fais 34. Tu peux en faire 34, ouais. Tu fais ça, toi, quand t'as Quand tu veux, quand je fais passer tes sujets, des fois tu es tellement Mais emmerdé oui, parce que non, t'as mais pas je- fait ouais, Ça continue, et puis tu dis je vais monter jusqu'à la combien puissance. La puissance, elle Ouais, va la être 30%. Non, mais on s'était posé Prenant un cette question, tel j'avais pas échantillon, marqué dans quelle manip. Et on avait Non, si tu veux, justement, je je t'ai dit qu'on allait comprends faire pas, ça. parce que tout Je à sais pas l'heure, pourquoi. on était on a dit que pour avoir une puissance de 80%, on est bien arrivé à 20. Oui. Mais là, c'était avec. Oui, mais c'était avec des effets moins. Ah oui, Les filles, ah les oui, deux oui, filles, voilà. Mais là, c'est un effet faible. Comme on a vu que la différence entre Un les effet groupes faible, avait alors- pas Bah, super l'effet forte. faible est plus difficile à détecter. Oui, donc c'est en fait, quand on parle d'effet faible, c'est un alpha faible. Non, mais c'est ça que je comprends pas, parce que moi, pour moi, un effet faible. C'est une différence qui n'est pas facile à Mais l'école. Mais Oui, d'accord. Reviens à la moyenne, reviens à la moyenne. Oui, le alpha, ça fait. Mais c'est le- typiquement, à la taille de l'effet, si je est faible ou modéré, je peux aller le voir dans la littérature et me dire comment, dans des tâches cognitives, la balance SBB, là, elle fluctue. Ouais. Et en me disant, même si c'est fait dans des tâches de labo, je vais regarder comment Ouais. elle fluctue, et puis moi, je fais l'hypothèse qu'en conditomie, elle va fluctuer de la même façon. Donc, en fonction de sa fluctuation, je vais dire si j'attends une taille d'effet qui est forte ou qui est modérée. Ouais. Le problème, est-ce que tu auras la moyenne, est-ce que tu auras l'écart type? Oui, dans la Et en fait, moi je voudrais essayer de remplir ça. Donc quand on n'est pas fan de Corel et qu'on veut calculer soi-même ses tailles d'effet, donc voilà, donc on peut le faire à partir des variances, mais j'ai pas bien, là il faut que je creuse pour regarder ce que je dois prendre dans l'analyse, dans la sortie pour calculer ça, pour estimer l'effet. Avec les résultats qu'on a sur les licences. Voilà. Je n'ai toujours pas répondu à la question. Ouais, mais ça me fait plaisir parce qu'en fait, j'ai passé 2 jours à essayer de faire ça et j'ai buté un petit peu avant toi, donc j'ai pas plus loin. Non, mais ça fait des pistes, déjà au moins ça donne une idée d'où est-ce qu'on peut chercher. Après, elle a mis la barre haut sur la méthode, parce qu'après, si on va chercher sur la comparaison de moyenne, enfin voilà. Ouais, on aurait pu faire un. Il y a plein de choses. Bah oui, mais le problème, en c'est qu'on même est temps, toujours dans ce c'est genre des de cas cas. qu'on utilise, quoi. Non, mais si on le. Enfin, c'est le cas typique, enfin, moi je sais pas, je retrouve toutes mes données dans ton Dans exemple un là. cas simple, on n'y est jamais. Bah là, On en n'y est même temps, je jamais, sais pas, ça parce sert que à rien, c'est- les cas simples. Il y a interaction entre deux variables. On peut simplifier en mettant que 3 mesures, je sais pas. C'est pas... Enfin, moi j'ai vu des plans plus simples. Ouais. D'ailleurs, je crois Mais pas c'est sûr avoir qu'on vu, pourrait le simplifier, hein, parce qu'on pourrait dire qu'on prend que les données sur l'autoroute et qu'on ajoute toutes celles sur le national dans une première approche. Ouais, Donc ça fait prendre pour calculer un petit peu déjà. Ouais. Une idée. Parce que. T'as rien de signif en fait, c'est ça ou pas? Moi j'ai pas peut-être. Non, dans les résultats de Star, tu vois, c'est pas. J'ai pas saisi. Là, c'est T'as pas de différence entre focaliser, distrait, Voilà, sympathiser, ça qui t'intéresse. Mais est-ce qu'après t'as des différences entre Oui, national c'est au-dessus. et entre les trois C'est au-dessus là, le tableau C'est où, récapitulatif. Est-ce que t'as tes effets C'est principaux? encore au-dessus, regarde. Voilà. C'est l'effet intra. Voilà, c'est celui-là, ouais.
On fait voir tout en haut pour voir les. Voilà. Ouais, Donc là, donc pas c'est d'effet route. Il y a un effet. Non, mais c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Test of Odin. Non, oui, c'est encore plus haut, ouais. Non, non, c'est celui-là. Non, c'est celui. C'est celui-là, Les c'est effets. celui-là. Bah parce que. T'as pas d'effet route, t'as un effet de la distraction. Et pourquoi il met CVSV? Non, moi je l'ai appelé, c'était pour savoir. Ah, c'est toi qui l'as appelé ça, d'accord. Est-ce que c'était le 1, est-ce que c'était Ok. le 2? Donc il y a un effet de la distraction, on va appeler à 0,7. Hein. 0,47 distraction. Voilà. Est-ce qu'il faut prendre la deuxième ligne? Il faut prendre P1 sur. Il y a une interaction de. Et donc pour ça, correction là. Interaction. Et il y a une interaction groupe partie de groupe. Route partie de groupe. Voilà. Alors, où? Et c'est où? Là. La deuxième case. Parce que c'est cette correction-là de la sphérécité qu'on a choisi de prendre. Et Et c'est tout ça. Voilà. Donc un effet de la distraction. Et après, pour les effets simples de groupe route. Route, il n'y a rien. Non, mais groupe route. Je viens de faire une interaction. Juste en dessous. Non, ouais. mais. C'est 0,40, c'est ça? Ouais, c'est bon. Et après, on peut pas aller voir le détail. C'est-à-dire. Comment ça fonctionne l'interaction? Ouais, d'aller. bah, si j'ai fait Dans quel les sens? tics, c'est Ouais. là, alors. Soit les premiers c'était sur la route nationale, je regarde les groupes différents sur la distraction. Donc j'ai un effet sur distraction, spatio. Là, tu sépares des groupes, distraction focalisée. Oui. Bah, je peux pas mettre j'ai trois paramètres les groupes. Donc là, Oui, j'ai c'est bizarre quand même que ce soit pas significativement différent. Parce qu'ils se croisent pas du tout. Mais il faut regarder les degrés de liberté en fait. Représentation graphique, Ouais, parce que ouais. ça après il tire tout. Non mais il faut regarder les degrés de liberté là pour voir s'ils sont complètement dedans ou pas. Il n'y a pas les intervalles de confiance en plus. Là. Oui, c'est ça, les intervalles de confiance, c'est ça que je voulais dire. Avec le J'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. Et On se là, comprend. Ouais. Oui, les degrés de liberté, c'est pas ça. J'ai fourché. C'était route groupe, il sortait, c'était pas route. et ben route groupe, c'est ça, non? Non, non, ça c'est. Route groupe, là tes route distraction était que pour groupe 1, là, ce résultat. Ouais, ça va. Oui, Là, tes route distraction. c'était voilà. Je sors pas la même chose. Et là, t'as que route 1, mais regarde le deuxième, pour ta route 2, voilà. Donc s'il faut faire Du une. coup, ça reste quand même. Non mais il faudrait regarder le truc avec les intervalles de confiance. Il est à la fin des... Dans les moyennes estimées, regarde. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Tu as les intervalles de confiance là. Et là, ça permet de voir que justement les moyennes, elles veulent rien dire. Des fois. Il n'y a pas moyen de les mettre sur les graphes, que ce soit un peu plus visuel. Ah, Bah, tu les tu sais, rajoutes quand à tu la main. demandes les graphes, tu demandes comme il y a trois variables, tu découpes avec une et tu fais un graphe. Si, tu Oui, mets mais il ne les met pas les barres. intervalles de confiance avec des. Non, Non, il fait pas. Peut-être qu'ils vont se récupérer. Non, Excel, il le fait. Enfin, les vieilles versions d'Excel, les nouvelles, je sais pas. La suite au prochain numéro. Bon courage. Ben ouais. Donc, je trouve, voilà, les corrélations, la corrélation, qu'est-ce que c'est? Et puis c'est pas Et dans SPSS, t'es sûr qu'on ne peut pas le trouver ça? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle puissance du test dans SPSS. Des fois, moi, je coche dessus, mais il donne plein de chiffres et je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je n'en tiens pas compte. Mais, Ah, quand on fait un test, il te sort la puissance. si tu lui Non, demandes, mais je ne sais plus où c'est qu'il faut En lui fait, demander. Il y a un la endroit où tu peux lui puissance du demander. test, on se plante. Mais je ne sais pas ce que c'est, hein. Je ne sais pas si c'est la même. Hein. Ouais, attends, on peut. Et c'est le état carré, non? Je ne sais pas, parce que comme je ne comprends pas ce que c'est, je n'ai jamais utilisé. Ah bon. Si tu fais ça, là. Ah, t'as dit, je peux dire si t'arrives. Si tu fais ça, c'est comme si tu
fichier de données. Je sais pas. Ah ben, Non, non, c'est différent. Le R carré, ça va te donner la significativité de tes résultats, mais pas la puissance de ton test. C'est pas la même. Mais ça s'appelle c'est pas la même. puissance sur SPSS, c'est pour ça. D'accord. Mais après, puissance de quoi je ne me prononcerai pas. D'accord. Donc là, si on reprend J'ai sauvegardé. D'accord, c'est pas grave, c'est juste pour montrer que c'est ça là, la puissance observée, c'est Voilà. ça que tu dis. Là, ça, quand tu le coches, en fait, ça te donne le pourcentage de variance qui est expliqué par l'effet que tu as montré. C'est le R C'est carré, non? c'est l'état de. Tu sais, maintenant, quand on publie et qu'on doit mettre les résultats des ANOVA, il nous demande de mettre l'état carré ou. Ah bah c'est là, celui-là, calculer mon F. Et ben voilà, mais c'est là celui-là. Donc il sert à quelque chose? Quand tu coches cette case, en fait, à la fin, Ouais. quand il te montre ton effet, il te donne la puissance expliquée par l'effet que tu as montré. Et maintenant, pour publier, c'est demandé par les reviewers. Eh, C'est ça regarde, que- l'estimation d'effet de taille. Il faut qu'on le mette dès le départ. Quoi. Oui, mais t'as ça aussi, t'as plein de choses. Mais il est payant Tu celui-là. m'appelles comme tu sais. Oui, Non, moi je sais faire, je sais cliquer, mais je sais pas m'en servir derrière. Je suis pas plus maligne. Et donc là, si Bah tu ouais, fais mais OK, oui. ça donne quoi? Mais voilà. Bah attends, j'ai pas mis mes... Bah, du coup, il faudrait que tu roules le script. Bah, fais poursuivre. d'AGLM, là. Bah je vais... Tu l'as, et puis on va aller changer ces options. Mais après, il fallait changer les options dans le code. On le remonte maintenant vite fait. bah tu relances Bah, le truc. il est juste là, le code... Mais ce qu'il y a, c'est que dans le script, là, je sais pas où, Ouais. ces options, il faut les mettre. Ah bah si, on aurait dû garder l'autre et faire coller. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais, parce qu'il faut qu'on retrouve la syntaxe. Ma machine a dit ça, mais dedans, je vais ça. On peut regarder. Ah ouais, bah, Bon, voilà. En unissant vos efforts. En unissant vos forces.